Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout puissant. Comment? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps? Ne t'inquiète pas, on y arrive.
Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait. Parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps, reflété dans les rayons lumineux, t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Les collisions stellaires se produisent environ tous les 10 000 ans, et c'est alors un spectacle incroyable. Mais elles ne sont fascinantes à regarder que lorsqu'elles se produisent à des dizaines ou des centaines d'années-lumière de distance. Si une étoile entrait en collision avec notre propre Soleil, ce serait un cataclysme global qui ne laisserait aucune chance de survie à quoi que ce soit. Si cela se produit un jour, il est fort probable que ce soit à cause d'une étoile vagabonde. On appelle ainsi les étoiles que la gravité ne lie à aucune galaxie et qui se déplacent de manière indépendante dans l'espace. Une telle étoile est déjà passée tout près de notre système solaire. Pour être plus précis, il s'agissait de 2 étoiles. Son nom, l'étoile de Scholz, soit un système binaire composé d'une naine rouge pesant environ 86 fois plus lourd que Jupiter et d'une naine brune un peu plus petite, mais quand même 65 fois plus lourde que la géante gazeuse. Il y a environ 70 000 ans, ces 2 étoiles se sont approchées de la limite de notre système, le nuage de Oort. Ce dernier est une sorte de bouclier fait de comètes et de corps célestes qui entourent notre système solaire. L'humanité existait déjà à cette époque et avait probablement commencé à se répandre sur la Terre depuis l'Afrique. Il est donc possible que nos très lointains ancêtres aient remarqué une faible lumière rouge dans le ciel nocturne. Et même si l'étoile de Scholz n'est passée qu'à environ 0,8 années-lumière de nous, son champ gravitationnel a fortement influencé le mouvement des différents corps célestes. Mais que se passerait-il si une étoile de ce genre ne faisait pas qu'approcher notre système solaire
mais se dirigeait directement vers son centre, le Soleil. Les scientifiques disent que cela pourrait arriver dans 1,3 million d'années. Voici Gliese 710. Cette étoile pèse 60% du poids du Soleil et se déplace lentement vers nous. Tout comme ces hommes qui vivaient il y a 70 000 ans, il nous sera possible de voir la lumière de cette naine orange à l'œil nu. D'abord, Gliese 710 s'approchera de notre bouclier, le nuage de Oort. Le champ gravitationnel de l'étoile capturera quelques météorites et les lancera dans toutes les directions. Le nombre de météorites tombant sur la Terre sera alors probablement multiplié par 10. Ensuite, Gliese 710 se dirigera vers les planètes et elle les dévorera une à une, dispersant leurs fragments dans tout le système. Alors que les petites météorites ne nous dérangeraient pas beaucoup, une vraie menace pèsera à présent sur nous. Des éclats de la taille de la météorite qui aurait anéanti les dinosaures nous fonceront directement dessus. L'étoile se rapproche de plus en plus du Soleil, et si pour une raison ou une autre, nous survivons à l'impact des fragments de nos anciennes voisines, c'est maintenant Gliese 710 elle-même qui nous foncera dessus. La gravité et la température déchireront la Terre. Cependant, il n'y aura déjà plus personne pour assister à ce terrible spectacle. L'humanité aura quitté la Terre bien avant. La Terre, Vénus, Mercure. Gliese 710 s'est approché du Soleil. La petite étoile tournera autour de la grande, se rapprochant progressivement en spirale. Avec le temps, les deux étoiles fusionneront, et si leur poids total dépasse une certaine mesure, une catastrophe se produira. La température de l'étoile vagabonde augmente et les réactions nucléaires en son sein accélèrent. Peu à peu, la partie interne de l'étoile se réchauffe jusqu'à atteindre une température critique et une supernova explose. En quelques secondes, toute sa substance est dispersée dans l'espace et une puissante explosion va anéantir ce qui reste de notre système solaire. Mais pour l'instant, Gliese 710 se trouve encore à 64 années-lumière de nous et il reste une chance qu'elle change de trajectoire et nous contourne sans danger. Et si deux étoiles moins communes se heurtaient l'une à l'autre? Voici une étoile à neutrons. Elle est très petite, elle ne fait qu'environ 20 km de large, mais son poids est comparable à celui du Soleil. Cette boule est extrêmement lourde. Une collision d'étoiles à neutrons peut générer l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. Deux étoiles à neutrons tombent dans le champ gravitationnel l'une de l'autre. Elles se rapprochent progressivement en spirale. Et au moment où elles sont sur le point de se rencontrer, deux scénarios différents sont possibles. Si le poids des deux étoiles est relativement faible, alors, après la collision, leur poids combiné donne naissance à une nouvelle étoile à neutrons. Mais si nos protagonistes sont un peu plus lourdes, alors au moment de se rencontrer, leur poids dépassera le seuil critique, et cela créera un champ magnétique des billions de fois plus élevé que celui de la Terre. Tout cela se sera produit en seulement 1 ou 2 millisecondes, et s'accompagnera d'un éclair aveuglant, généré par une courte explosion de rayons gamma. On considère que cet événement électromagnétique est le plus lumineux et énergétique qui soit dans tout l'univers. Un disque sombre apparaît dans la zone où la collision des deux étoiles à neutrons a eu lieu. C'est un trou noir. Les scientifiques pensent que ce genre d'événement est l'une des causes possibles de leur apparition. Les trous noirs ont un poids tel qu'ils déforment l'espace et le temps autour d'eux, et ils possèdent une force gravitationnelle incroyable. Si un objet s'approche trop près d'un trou noir, il est peu probable qu'il puisse y échapper. Même les photons de lumière, les particules les plus rapides de l'univers, sont incapables de se dérober à leur emprise. Au fait, il y a un trou noir ultramassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il pèserait des millions ou des milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Nous savons maintenant comment naît un trou noir. Mais que se passerait-il si deux trous noirs se rencontraient? Des astronomes ont été témoins d'un tel événement. Pendant environ 7 milliards d'années, deux énormes trous noirs se sont tournés l'un autour de l'autre, se rapprochant progressivement. L'un d'eux pesait 66 soleils et l'autre 85. Au moment de la collision, le trou noir le plus grand a absorbé le plus petit et est devenu encore plus grand. Ce nouveau monstre noir pesait 142 soleils. Lors de la collision, une énorme quantité d'énergie a été libérée, équivalente à la masse de 9 soleils. Cette énergie a fait trembler l'univers, et la vibration de l'impact n'a atteint que récemment les télescopes terrestres. Mais dans 4 milliards et demi d'années, une collision encore plus importante aura lieu. Notre galaxie entière, la Voie lactée, va se heurter à la galaxie d'Andromède. Bien qu'Andromède se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, elle reste notre voisine la plus proche.
Notre univers est en expansion et les objets bougent en son sein. Les scientifiques ont découvert qu'Andromède se déplace dans notre direction à une vitesse de 120 km par seconde. Ainsi, dans environ 3 milliards d'années, les étoiles et le gaz chaud de cette galaxie seront visibles à l'œil nu. Puis, au bout d'1 ou 2 milliards d'années supplémentaires, Andromède viendra s'écraser sur nous. Les deux galaxies se tourneront autour avec un mouvement de yo-yo. Elles s'approcheront l'une de l'autre et se croiseront ensuite à une très courte distance et à une vitesse incroyable. Puis, elles s'éloigneront à nouveau, mais la force de gravité les attirera une nouvelle fois, et une autre collision aura lieu. Mais cette fois, elles formeront une galaxie géante appelée l'Actomède. Il est difficile de savoir ce qui nous arrivera, ainsi qu'à notre planète. Dans un certain scénario, il se peut que nous ne remarquions même pas les conséquences de la collision. Bien que les galaxies soient pleines d'étoiles et d'autres corps célestes, elles restent principalement constituées de vide. Les étoiles sont très éloignées les unes des autres. Par exemple, si notre Soleil faisait la taille d'une pièce de monnaie, il se trouverait éloigné de sa voisine la plus immédiate, l'étoile Proxima Centauri, d'une distance égale à celle qui sépare Philadelphie de Détroit. Et cela représente environ 725 km. Il y a donc beaucoup d'espace entre les étoiles au sein des galaxies. Le deuxième scénario possible est celui où notre système solaire se retrouve seul dans l'obscurité intersidérale. Lorsque les deux galaxies entreront en collision et se mettront à tourner l'une autour de l'autre, un grand nombre d'étoiles seront comme catapultées hors de leurs limites. Souviens-toi des manèges des parcs d'attractions. Lorsqu'ils tournent, la force centrifuge pousse les balançoires vers l'extérieur. Et si tu décroches l'une des balançoires pendant qu'un manège tourne, elle s'envolera très loin. Le même phénomène se produit lors des collisions galactiques. Et il est possible que notre Soleil subisse le même sort que cette balançoire. Mais à notre niveau, la différence sera à peine perceptible. La vie sur Terre continuera à son rythme habituel. Le seul inconvénient est que notre ciel nocturne commencera à disparaître. Et avec le temps, il sera changé en un vide noir. La deuxième option, et la plus improbable, est que notre système solaire entre en collision avec une autre étoile. Dans ce cas, toute vie sur Terre sera anéantie, de même que si une étoile comme Gliese 710 s'écrasait sur le Soleil.